Chers internautes, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatique News. J'ai le plaisir de vous retrouver après quelques semaines, vous avoir laissé quelques semaines en compagnie de mon camarade Olivier Corredo. J'ai le plaisir de vous retrouver avec Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on rentre directement dans le vif du sujet cette semaine avec pas mal de sujets autour du cloud. Le cloud est à la mode, donc forcément, ou à l'offensive, je ne sais pas si c'est une mode ou sûrement une tendance de fond. Et puis une première news où j'allais dire des gens qu'on ne voit pas forcément ensemble se regroupent, Red Hat, Microsoft, Google, AWS pour un nouveau site dont je vais vous laisser parler. J'allais dire, c'est les acteurs américains qui sont un peu à l'offensive versus peut-être le reste du monde. Alors en fait, quand on dit qu'on ne les voyait pas ensemble, si, pourquoi pas, parce qu'en fait... il y a convergence d'intérêts en tout cas. C'est une opération, une initiative autour de Kubernetes. Donc finalement, tous ces acteurs-là sont impliqués. Évidemment, Red Hat au premier chef, puisque c'est lui qui est l'initiateur de ça, avec donc AWS, Google et puis Microsoft. Donc finalement, avec Red Hat, c'est IBM maintenant, rappelons-le. Donc on a les quatre principaux acteurs du cloud. Donc cloud public pour les trois derniers et Red Hat, IBM plutôt cloud privé. Et donc l'idée, c'est de construire, enfin de proposer ce qu'ils appellent un registre commun d'opérateurs. La notion d'opérateur, c'est en gros des applications ou des services qui peuvent fonctionner sur Kubernetes. Donc en gros, ça veut dire que une entreprise qui recherche un service, une application peut aller sur ce registre. Donc je dirais c'est un site, tout simplement. Peut trouver l'application qui l'intéressera, l'application ou le service qui l'intéressera. Aura quelques assurances sur le fait que ça fonctionne avec Kubernetes d'une part et que ce soit intégré avec d'autres applications. Et donc parmi les premiers membres de cette collectivité, on va dire, on trouve des gens, bon évidemment il y a les quatre qu'on a cités, bien sûr, qui sont les initiateurs, mais qui sont plutôt les récipiendaires les plateformes, mais on a des gens comme MongoDB, comme Postgres, comme Couchbase, donc ça veut dire que on voit bien de quoi on parle, c'est des applications qui pourront fonctionner sur le conteneur, avec Kubernetes, qui, rappelons-le, n'est pas un conteneur, mais un gestionnaire de conteneurs. Voilà, donc c'est une initiative qui... des choses comme ça, on en a vu, je ne sais pas combien. Après, il faut voir comment ça évolue, comment ça fonctionne. Est-ce que vraiment c'est suffisamment large pour que ça intéresse les gens? S'il n'y a que 50 applications 50 services qui sont disponibles, c'est pas suffisant. Donc c'est une initiative en tout cas qu'il fallait mentionner. Alors Guy, on reste dans le cloud et on parle d'une nouvelle étude alors qui ne fera pas forcément d'ailleurs plaisir aux acteurs du cloud public, qui est une étude américaine qui indique que son entreprise finalement font une espèce de machine arrière par rapport à l'hébergement de leurs data, de leurs données, de leurs serveurs sur le cloud public, avec un retour vers le cloud privé. Alors effectivement, c'est une présentation qui a été faite par un des responsables de Ingram, qui, à partir d'une étude qui a été réalisée par IDC, c'était à l'occasion d'une conférence qui s'est passée la semaine dernière à Las Vegas, X-Channel 2019, et donc le constat est relativement simple, c'est que, comme vous le disiez, une proportion importante, et on parle de 80% d'entreprises américaines pensent rapatrier une partie de leurs données. Alors l'idée, c'est pas de tout fermer le cloud, mais de rapatrier une partie de leurs données sur du cloud privé. Il n'est pas question de remettre ça sur des data centers en prod, mais sur du cloud privé. Et donc je pense que effectivement, ça traduit l'idée dont on parle depuis un certain temps, que les entreprises ne mettront, sauf certaines d'entre elles, on a parlé de Veolia récemment, qu'on a interviewé le patron d'AWS en France, les entreprises vraisemblablement ne mettront pas tout sur le cloud public, mais garderont une partie de leurs données sur de cloud privé ou sur on-premise dans leur propre data center. Et donc, naturellement, l'idée de cloud hybride, dont on parle aussi depuis un certain temps, est en train de s'installer durablement. Très bien. Alors, finalement, on n'arrête pas de parler du cloud, on continue. Le marché du cloud public, avec des chiffres aussi quand même assez intéressants, parce qu'il y a beau avoir quelques entreprises américaines qui
pensent s'en sortir en partie. C'est quand même un marché. Oui, alors effectivement, quand on juxtapose les deux informations, on a l'impression qu'elles sont un peu contradictoires, mais bon, on vient de dire, c'est une partie d'eux, c'est pas la totalité. Et là, ce sont les chiffres IDC qui sont, je dirais, sans appel. Le marché du cloud, donc les trois composantes, hein, le SaaS, le IaaS et le PaaS, les trois composantes représenteront en 2019 210 milliards de dollars. Donc 210 milliards, oui, on a un peu de mal à voir à jauger un peu. Ce qui est important, c'est que ça correspond à une croissance de 24%. Ouais. 24%, l'informatique croît bon an mal an 3-4%, ça dépend de quoi on parle. Donc on voit bien que le cloud évolue beaucoup plus vite, et 24%, pas vous rappeler vos cours d'arithmétique, mais 23% en 4 ans, c'est presque 2 fois et demi. Donc ça veut dire qu'en gros, en 4 ans, le chiffre d'affaires réalisé par le cloud est 2 fois et demi plus important que ce qu'il était en 2019. Et donc, bien sûr, dans ces trois composantes, c'est le SaaS. Donc le SaaS, c'est tout ce qui est les applications as a service qui viennent largement en tête. D'ailleurs, entre parenthèses, si on regarde les résultats financiers de Salesforce l'année dernière, on voit bien que ça correspond. Il y a une tendance qui est très. Très bien. Alors ça, c'était pour le cloud. Clôt le chapitre. On parle de Huawei, hein, qui fait l'actualité et qui, j'allais dire, décide de passer à l'offensive, en tout cas sur le plan juridique. Voilà, alors c'est assez amusant, entre guillemets, si je puis dire. Bon, déjà, on sait que ça se passe aux États-Unis, donc Huawei attaque une cour fédérale qui est située à Plano, dans le Texas, pour dénoncer une initiative qui a été prise par les États-Unis interdisant l'achat de matériel Huawei, sous prétexte que ça pose des problèmes de sécurité. Alors, sous prétexte, je ne suis pas capable de juger ce qu'il en est exactement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette initiative intervient à un moment de tension commerciale très forte entre les États-Unis et la Chine, mais je dirais que la réticence qu'ont un certain nombre d'autres pays vis-à-vis de Huawei est aussi importante. On a cité l'Angleterre, on avait cité l'Espagne aussi, donc ça concerne pas seulement les États-Unis, sauf que les États-Unis, là, en l'occurrence, sont passés un cran plus loin, en interdisant l'achat d'équipements Huawei. On parle principalement de la 5G. On sait que Huawei est très en avance, on l'a vu récemment à l'occasion du Mobile World Congress. Et donc, je dirais que c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, puisque finalement, les États-Unis qui utilisent le droit bien souvent pour... de manière un peu offensive, on va dire. Très offensive, et pas seulement sur leur territoire, mais sur l'ensemble du globe, là se trouvent pris un peu à leur propre piège, puisque Huawei les attaque sur leur territoire en dénonçant cette interdiction et en disant qu'elle n'est pas constitutionnelle. Donc ça veut dire qu'on entre dans une bataille juridique et en général on sait quand on y entre, on ne sait pas vraiment quand on en sort. Mais en tout cas, ça devait arriver un jour ou l'autre et Huawei a utilisé l'arme américaine par excellence, c'est-à-dire le droit. Alors, et puis on conclut toujours sur la sécurité par une news un peu plus légère peut-être. Oui, absolument. Puisque il y aurait un récent sondage, quand il en sort malheureusement ou heureusement des dizaines par jour, les hackers sont dans le top 10 des phobies des Français. Voilà, alors c'est incroyable. McAfee qui a fait une petite étude, qui fait chaque année cette étude-là, et donc comme vous disiez, le hacker, donc c'est-à-dire le cyberpirate, celui qui a la capuche, hein. Voilà, dont on ne voit pas le visage, il entre en 7e position des phobies des Français. Donc c'est quand même significatif. C'est pas très surprenant en soi finalement. Quand on voit, chaque semaine quasiment, on en aura encore une cette semaine, chaque semaine on a notre lot d'annonces en matière de failles de sécurité. Et donc le top 3, alors il y en a 10, on ne va pas les citer tous les 10, mais le top 3 c'est, alors il y a les araignées, les serpents,
et le vertige. D'accord. Alors c'est assez amusant parce que les araignées, on comprend, enfin parce qu'on vit quand même dans un monde qui est très urbanisé. Oui, bien sûr. Oui. Donc les araignées, bon, je pense pas qu'on en voit beaucoup dans nos appartements. Les serpents encore moins. Donc c'est un peu étonnant, quoi. En revanche, le vertige, oui, c'est plus classique, plus traditionnel. Voilà. Et puis il y a bien sûr la claustrophobie. Il y a, enfin bon, des choses assez. Il y a les chiens. Je propose qu'on s'arrête là sur cette liste un peu à l'après-vert, pour dire les choses, et qu'on passe un peu plus de temps sur le sujet de la semaine, qui est toujours sur la sécurité, avec un constat qui est finalement assez intéressant et qu'on avait déjà fait d'ailleurs il y a quelques temps avec Alain Bouillet, le patron du Césin, lors d'un événement sur Palo Alto, qui était à la fois l'augmentation des coûts, bon, ça c'est un premier point, et surtout la problématique de la diversité des fournisseurs et des matériels. Évidemment, c'est une source de complications à gérer pour les RSSI. C'est exactement ça. Donc c'est une étude qui a été faite par, commanditée par Cisco à l'occasion de la RSA conférence, donc qui s'est tenue la semaine dernière à San Francisco. Bon, c'est la grande conférence, c'est un peu l'équivalent du Mobile World Congress pour les mobiles. Là, c'est dans la sécurité. Et donc c'est une enquête qui a été faite auprès de 3000 professionnels qui dit exactement ce que vous venez de dire, c'est que il y a à la fois une augmentation des coûts de la sécurité, bon, mais ça c'est pas... C'est logique. C'est relativement, oui, c'est pas surprenant. Et il y a un effort de rationalisation des fournisseurs, parce que dans la sécurité, et on l'a évoqué à plusieurs reprises, c'est vraiment un domaine dans lequel il y a un émiettement de l'offre qui est absolument considérable. Et si on rappelle les chiffres de l'enquête de l'année dernière, 20% des entreprises indiquaient avoir plus de 20 solutions différentes, de fournisseurs différents, et 5% plus de 50. Donc on voit bien que c'est considérable. Donc ça, l'idée, c'est que les RSSI sont engagés dans une entreprise de consolidation, puisque chaque fournisseur finalement a quelques spécialités, et donc il faut faire appel. Du côté des fournisseurs, il y a, pour les plus importants d'entre eux, il y a une démarche qui est en cours, une démarche de notion de plateforme. C'est-à-dire, c'est un peu l'idée d'opérateur hub qu'on citait au début, c'est-à-dire qu'en gros, ils ne sont pas capables de fournir toute la palette, mais ils peuvent offrir... Ils interagissent avec d'autres fournisseurs. Donc ça, c'était une des idées principales. Et une autre idée, évidemment, c'est quelle incidence du cloud sur la sécurité. Donc il y a... et là, apparemment, la notion de confiance est très élevée. Et l'idée que, finalement, les RSSI... pensent utiliser de plus en plus des solutions de sécurité sur le cloud. C'est-à-dire que non seulement leur propre informatique est passée ou pas sur le cloud, mais évidemment la sécurité de la même manière. Aussi, ouais. Ce qui n'empêche pas que, évidemment, ça complique un peu les choses. Et ça complique un peu les choses parce que je dirais que le périmètre d'attaque est beaucoup plus large. Beaucoup plus large. On voit bien le nombre de terminaux, le nombre d'applications, le nombre d'utilisateurs. Des objets connectés. Bon, les objets connectés qui arrivent. Donc, tout ceci explique cela. Mais en tout cas, c'était... Et je pense que dans les années à venir, il y aura vraiment cet effort de rationalisation qui va devoir se poursuivre. Et un dernier point, c'est précisément quand on évolue vers le cloud, il y a une idée qui est sous-jacente, c'est qu'en parallèle, il y a une espèce de perte de compétences en interne. Ça, c'est clair, puisqu'on délègue, c'est un peu comme, je veux dire, quand vous conduisez votre voiture, vous n'êtes pas nécessairement capable de savoir ce qui se passe sous le capot. Au niveau du moteur. Ouais. D'ailleurs, sûrement, on ne sait plus. Voilà. Mais ça n'empêche pas que ça fonctionne de cette manière-là. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il va falloir que les entreprises, les RSSI en particulier, puisque là on parle de sécurité, se préoccupent beaucoup plus de tout ce qui est contractuel, parce que c'est là où les choses vont se décider. Savoir exactement qui est responsable de quoi, voilà, qui est responsable de quoi, et quand il se passe quelque chose, qui fait quoi. Parce que finalement, on est un peu dans le domaine assurantiel, enfin c'est un peu ça dont on parle. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution du métier avec le cloud qui est assez intéressante. Enfin, en tout cas, qui est notable et qu'il faut prendre en compte. Très bien. Donc ça c'était pour la semaine passée, Guy. Pour la semaine à venir, un salon qui déroule le 20 et le 21 mars.
Salon traditionnel qui a changé, je ne sais pas combien de fois de nom, hein, mais bon, autour du big data et de l'IoT et de sécurité peut-être. Du cloud. En fait, c'est le cloud, donc c'est la 10e édition, c'est le Cloud World Expo à la porte de Versailles. Alors effectivement, il y a un salon connexe qui s'appelle le Data Center Management, donc gestion du data center. Et puis il y a un sous-salon, on va dire, c'est Security at Cloud, donc c'est la sécurité dans le cloud. Donc c'est un peu un fourre-tout, mais c'était la 10e édition, donc bon, c'est un salon sur le sujet majeur, donc qui se tiendra à la porte de Versailles. On voulait le mentionner. Et puis on conclut par notre traditionnel, je vais y arriver, coup de cœur, coup de gueule. Alors, on a d'un côté la fameuse taxe, je ne sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, mais la taxe GAFA, je ne suis même pas sûr que ce soit le nom qui convienne, mais en tout cas proposée par Bruno Le Maire, taxe franco-française. Bon, alors, est-ce que c'est un coup de cœur ou un coup de gueule Alors si on regarde, si on prenait ça sous l'angle des stylos rouges, on pourrait dire fait des efforts mais peut mieux faire. C'est un peu ça l'idée. Bon, la taxe GAFA, comme vous dites, on en parle. L'Europe n'a toujours pas décidé de vouloir le faire parce qu'il y a des pays qui sont très réticents, ils ont sans doute peur de contre-mesures. Et donc la France a dit bon bah nous on y va banco, sauf que je dirais que là c'est un premier jet, puisque l'évaluation c'est 400 millions d'euros pour une année entière de collecte de taxes. Donc c'est quand même quelque chose de relativement faible. Point important en plus, la taxe qui est mise en place est déductible comment dirais-je, des taxes, enfin de la taxe sur le chiffre d'affaires. Donc c'est ce qu'on va gagner d'un côté, on risque de perdre en partie. Mais bon, ça, en tout cas, on lance le mouvement. C'est déjà le constat est simple. Hein, les entreprises en France, en moyenne, payent 23% de leurs impôts sur les bénéfices. Les opérateurs numériques, c'est 9%. Donc on voit bien que là, il y a un gros problème. Donc fallait lancer l'opération. Et l'idée, c'est quand même qu'il faudrait que l'Europe se mobilise là-dessus de manière... Alors, elle s'est mobilisée sur tout ce qui est amende vis-à-vis de ces grands opérateurs. Maintenant, c'est au niveau fiscal qu'il faut absolument... Et la vraie question, c'est plutôt la problématique d'harmonisation de l'assiette et de l'IS sur l'ensemble des pays européens, qui est quand même, à mon avis, à notre avis, le vrai chantier, quoi. Et puis, petit coup de gueule par rapport à la BNP qui, visiblement... Donc on dit les banques ont toujours finalement leur moteur, c'est l'informatique, hein, c'est avec ça qu'elles peuvent travailler. Et là, c'est quand même la deuxième fois, depuis le début de l'année, deuxième panne informatique assez importante. Donc là, qui touchait BNP Paribas, mais Hello Bank et puis CTLM. La première fois, c'était plutôt sur l'informatique interne des banques. Bon, donc je dirais attention. Il y a peut-être un petit problème de disponibilité. Et puis, peut-être aussi, puisqu'on faisait référence tout à l'heure à la sécurité, il y a 27 universités américaines et canadiennes qui se sont fait hacker par des groupes chinois. Donc, c'était notre sujet de la semaine sur le hacker chinois, évidemment. Il est toujours chinois, le hacker. Merci en tout cas pour cette synthèse, cette analyse. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, tout simplement pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt. Merci.